bienvenue dans cette rencontre, un endroit où aller, où cette semaine, nous avons décidé de faire un festival du premier roman. Et pour inaugurer ce festival, nous avons la joie de recevoir Christian Berkel, qui a sorti son premier roman le 30 septembre aux éditions Fayard et qui s'appelle Le Pommier. Pour l'interviewer ce soir, nous avons Raphaël Léris, qui est journaliste au Monde littéraire, le monde des livres, je ne sais pas comment on dit exactement. Je voudrais juste dire que nous avons une librairie partenaire, Christian, qui se trouve à Berlin. C'est la librairie française qui s'appelle Zadig. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et on salue Patrick Suel, son directeur. Avant de vous laisser la parole pendant 30-35 minutes pour parler de ce fabuleux roman, je vais rappeler à nos participants qu'ils peuvent poser des questions par mon intermédiaire en utilisant le petit onglet Converser ou Chat, tout dépend de la version. Écoutez, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Belle rencontre. À tout à l'heure, Nathalie. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Christian. Alors, c'est inutile de présenter l'acteur que vous êtes, qui avait joué dans des films allemands, français, américains. C'est donc à l'écrivain que vous êtes aussi que nous allons nous intéresser ce soir. Le Pommier, ce premier roman que vous publiez, revisite sur un mode romanesque une histoire qui est déjà éminemment celle de votre famille, en particulier celle de votre mère, qui apparaissait sur le personnage de Salah, qui est née dans un milieu intellectuel, d'une femme juive et d'un homme bisexuel affiché, dont elle est tombée amoureuse, qui est tombée amoureuse à 13 ans de votre père, Otto, un homme issu du monde ouvrier. Et vous nous lirez plus tard la scène où se rencontrent ces deux personnages amenés à se séparer et se retrouver au fil de l'histoire, des décennies, d'un pays à l'autre, voire d'un continent à l'autre. Alors juste, déjà, Christian, je voudrais savoir où vous êtes. À Berlin, là, actuellement. Chez vous? Chez moi, à Berlin, oui. Dans la chambre où j'ai en fait écrit ce roman. D'accord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, mais je pense que ça n'est pas éloigné. Est-ce que vous pourriez nous dire pour quelle raison vous parlez un français aussi parfait? Merci d'abord. C'est que à l'âge de 4 ans, je crois qu'on est venu pour la première fois en France et je ne pouvais pas jouer avec les enfants. Alors, ma mère a commencé à m'apprendre le français. Elle m'a montré des petites images comme ça et puis il y avait, je sais pas, une chaise ou n'importe quoi. C'est la chaise, c'est la table, c'est ceci, c'est cela. Et puis finalement, j'ai commencé à parler français avec elle. Et j'ai été à la maternelle allemande d'abord, et puis après, je suis entré au lycée franco-allemand ici à Berlin. D'abord en section allemande, mais au bout d'une année, tous les cours sont en français de toute façon. Et après, je suis parti à l'âge de 14 ans. En fait, c'était juste pour passer un trimestre à Paris avec une famille amie. Et ça m'a tellement plu, alors j'ai vite écrit une lettre à mes parents demandant de me laisser là, de rester. Et de ce trimestre a été élargi en 2 années, absolument pour moi essentielles, fabuleuses. Et en rentrant, je suis rentré en section française, donc j'ai passé le bac français. Et disons, si vous voulez, entre 10 et 20 ans, ou 18 ans plus ou moins, j'ai plus parlé français qu'allemand. Après, évidemment, ça a changé. Et comme pour tous les bilingues, il y a toujours un peu une langue qui domine. Alors maintenant, c'est plutôt l'allemand, ça vous vous en rendrez compte plus tard. Dès que ça devient un peu plus compliqué, il y a parfois des mots qui m'échappent ou que je ne trouve pas tout de suite, parce que malheureusement, je n'ai pas tellement beaucoup d'occasions de parler français actuellement. Alors, je disais que la question n'était pas si éloignée du Pommier parce que vous y écrivez que donc vous avez été scolarisé dans une école française et vous notez, animé par le sourd désir de m'échapper à moi-même, je m'étais dépouillé de mes oripeaux d'allemand. Et est-ce que au fond, cette question de qui est allemand, qui l'est à demi, comment on guérit de ces questions-là qui ont tellement déchiré le pays, est-ce que ce n'est pas ça qui serait au cœur de votre roman, à travers l'histoire de votre livre? Est-ce que Le Pommier n'est pas une affaire de racines? Ah oui, absolument. Quand j'ai commencé à écrire le roman, d'abord, je voulais l'écrire de façon classique, c'est-à-dire commencer au début du XXe siècle avec les grands-parents qui se sont rencontrés au Monte Verita, le Mont de la Vérité, au bord du lac Majeur et tout ça, un groupe d'anarchistes et tout ça, et puis évoluer par là. Et puis à un moment, je me suis arrêté, je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas. Pourquoi est-ce que tu veux vraiment écrire ce roman? Quelle est vraiment la raison? Et pourquoi écrire le Xème, le énième roman sur la Deuxième Guerre mondiale? Et alors je me suis dit, en fait, ce qui me touchait le plus, c'était la question, qu'est-ce que ça fait avec les générations suivantes?
ma génération, par exemple. Et en racontant des bouts d'histoire comme ça à des amis, je me suis rendu compte que pratiquement dans toutes les familles, il y avait ces moments de silence, ces lacunes, que ce soit des familles juives d'ailleurs ou des familles allemandes, même en partie avant nazies, il y avait toujours ce problème que la génération des parents ne parlait pas à leurs enfants et que nous ne savions pas ce qui s'était passé. Alors, pour moi, par exemple, la première rencontre, c'était, en effet, c'est pour ça le titre, le pommier, sous un pommier, que j'ai appris à l'âge de 6-7 ans à peu près, pour la première fois, que j'avais des racines juives. Et pour moi, c'était un moment très troublant parce qu'il y avait donc des amis de mes parents qui étaient venus et puis j'avais entendu que le monsieur était américain et tout d'un coup, je me rendais compte qu'il parlait allemand comme nous. Et je demandais à ma mère, mais pourquoi est-ce qu'il parle allemand comme nous? Et ma mère me dit, bah, tu sais, Walter, il est allemand, il n'est pas américain, mais comme il est juif, il a dû quitter l'Allemagne, sinon il aurait été très probablement assassiné. Et alors j'étais encore plus curieux parce que j'avais jamais vu, je croyais ne jamais avoir vu de juif de ma vie. Et tout d'un coup, j'entends la voix de ma mère me dire, mais toi aussi, tu es un peu juif. Et je dis, pas entièrement. Elle me dit, non, pas entièrement. Je dis, mais est-ce que je suis entièrement allemand alors? Elle dit, non, pas non plus. Et à ce moment-là, je me suis, sans comprendre, je me suis mis à pleurer. Et dans les années après, quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pourquoi est-ce que j'ai été choqué à ce point-là? Et je crois que c'était ces deux petits mots, pas entièrement. Parce qu'en allemand, en fait, pas entièrement signifie en même temps cassé. Ce qui n'est pas entier est cassé. Alors c'était un peu comme une rupture d'identité, si vous voulez. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer de comprendre cette histoire. Et ça a commencé en fait par, j'ai voulu échapper à cette identité allemande. C'est pour ça que j'étais très content de partir en France. Et c'est en France, en fait, que j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas changer d'identité comme ça aussi simplement, comme les autres changent de chemise, par exemple. Qu'il fallait que je retourne, qu'il fallait que j'essaie de comprendre ce qui s'était passé. Vous parliez des générations précédentes, de leur silence et du fait que, quelle que soit l'histoire familiale, elle était trouée un peu partout. Vous écrivez même dans le roman que les souvenirs étaient aussi rongés que le cerveau d'un patient souffrant d'Alzheimer. C'est ce que vous Oui, écrivez dans les premiers. oui, Et par ailleurs, la première scène qui met en scène le narrateur, disons-vous pour aller vite, vous montre en but à une mère qui a très clairement des problèmes de mémoire. Enfin, on est même on rentre dans une forme de démence, sans doute, puisqu'elle ne se souvient pas de. Enfin, elle s'invente un deuxième mari qui aurait remplacé votre père. Cette question-là, de la manière dont on peut se fier à la mémoire quand il a été trop tard pour poser les questions, vous vouliez la mettre d'emblée au cœur de votre récit? oui, parce que en fait, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire, j'avais d'abord commencé par faire des recherches un peu partout et dans des archives. Et puis à un moment, j'avais tout ce qu'il me fallait, ou je croyais du moins avoir tout ce qu'il me fallait, et je voulais reposer des questions beaucoup plus précises à ma mère. Et ce jour-là, je suis arrivé, puis elle a commencé à me raconter qu'elle venait de se marier. Mon père était mort il y avait 4 ans, je crois, à ce moment-là, et qu'elle venait de se marier, mais qu'il y a une semaine, mais que le monsieur était déjà mort. Et, et que c'était un monsieur qui s'appelait Karl Benz, donc qui était l'héritier de la famille Benz, Daimler-Benz, la famille Mercedes, de la voiture. Et bon, ce qui était bizarre aussi, enfin, évidemment, ce n'était pas vrai tout ça, mais par exemple, mon père avait toujours conduit des Mercedes. Donc, il y a dans cette démence toujours des espèces de souvenirs. Ou par exemple, elle disait, oui, il avait 20 ans de moins, 30 ans de moins que moi. Alors que sa mère, à elle, avait quitté son père quand elle avait 6-7 ans, avec un homme qui avait 20 ans de moins qu'elle. Donc, Thomas, dans le livre.
Dans le livre, non, et dans la Mm. réalité aussi, en Mm. fait. Et donc, il y a toujours même dans la démence ou même dans la folie aussi parfois, euh, il y a toujours une part de réalité. C'est jamais complètement déconnecté. C'est seulement parfois très difficile de voir de quelle manière quelqu'un a changé ou commence à changer les réalités. Et ça m'a un peu rappelé, donc ça a un peu donné la structure au roman, à ce qui s'est passé avec ce pays. C'est-à-dire les gens, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, comme ça, 50, 60, c'était un peu comme s'ils avaient, pas des trous de mémoire, mais comme s'ils avaient vraiment tout oublié, d'un jour à l'autre. Tout d'un coup, il n'y avait plus de nazisme, il n'y avait plus rien. Personne n'avait participé à ça. Et oui. Et c'est après cette scène avec votre mère que vous vous êtes dit qu'au fond, seul le roman pourrait combler les blancs? Pour les L'idée compléter. d'accepter qu'il y aurait une forme de fiction, enfin que vous ne pourriez pas forcément accéder à Oui, la oui, oui, vérité. bien sûr. Parce que ce qui était le côté vrai, l'histoire vraie, c'est, si vous voulez, qui a été quand, à quel endroit, dans quel camp, que ce soit ma mère à Gurs, que ce soit dans les Pyrénées, que ce soit mon père en Russie, en tant que soldat, dans un camp en Russie, jusqu'en 50. Tout ça, c'était vrai. Mais ce qui s'est passé là-bas, personne n'en parlait. Mon père n'en parlait pas du tout. Il m'a peut-être raconté 2 histoires très petites. Et ma mère en parlait très, très peu. Très, très peu. Et ce qui était vraiment bizarre, il y a un épisode dont elle a beaucoup parlé, c'était l'épisode en Argentine, le dernier épisode du roman. Et Où elle est arrivée après la guerre voilà, avec sa fille. voilà. Et pour essayer en fait elle s'est sauvée une autre fois parce qu'en rentrant après la guerre, elle s'est rendue compte qu'il y avait des nazis partout et elle ne supportait pas. Donc elle est repartie en Argentine où il y avait une autre tante, une autre sœur de sa mère pour vivre là-bas et pour refaire sa vie. Et finalement, ça n'a pas tellement bien marché. Et quand j'ai découvert les archives littéraires de mon grand-père, j'ai trouvé, c'était un grand cadeau, toutes les lettres de ma mère qu'elle lui avait envoyées d'Argentine. Donc, je pourrais très bien comparer ce qu'elle avait écrit avec ce qu'elle m'avait dit. Ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire, dans tout ce qu'elle m'avait raconté, l'Argentine était un pays sensationnel. Elle avait passé 8 années absolument incroyables, de joie, de bonheur, de tout. Et quand on lisait ses lettres, on se rendait compte que c'était 8 années en fait de dépression, très très dure. Et ça m'a beaucoup touché d'un côté, et de l'autre côté aussi, ça m'a montré la différence entre ce qu'on appelle la réalité, comment chacun interprète sa réalité, et ce qu'on oublie et ce qu'on change. Et ça aussi, un peu, c'est la littérature aussi. Est-ce que vous voulez bien lire l'extrait qui raconte la rencontre entre vos parents? D'accord, volontiers. Alors, il faut peut-être raconter que, en effet, vous l'avez dit à l'entrée, que mon père était issu d'une famille d'ouvriers qui n'a jamais connu son propre père qui est mort en Première Guerre mondiale 3 mois avant sa naissance, que son beau-père donc était un ouvrier pratiquement toujours en chômage, qui n'avait pas d'argent du tout, qu'il se saoulait tous les jours, qu'il tapait sa famille. Donc c'était une vie très 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 dure. Et Otto, très jeune, fait partie d'un club pas de boxe, je ne sais pas comment on dit en français, enfin, peu importe, un genre de boxe, mais qui fait partie d'un réseau criminel. Donc, il commence à faire des cambriolages, des trucs comme ça. C'est Alors, la Grande Dépression en Allemagne, je pense qu'il la faut. Grande Dépression, voilà, exactement. C'est un peu après, c'est en 1932, là, maintenant.
Il faisait le guet tandis que tes comparses s'affairaient à ouvrir la lourde porte en bois d'un appartement au premier étage à Friedrichshain. Du coin de la rue, Otto avait les 2 artères dans son champ de vision. En quelques secondes, ils furent à l'intérieur. Il entra d'abord comme si de rien n'était et s'arrêta net. Cette fois, cela promettait d'être une sacrée prise. Tapis au mur et au sol, tableaux anciens, chandeliers en argent, vaste pièce s'ouvrant devant eux. L'odeur morbide d'un royaume englouti. Personne ne bougea. Roland réagit le premier. Il fit signe à sa bande de se disperser pour attaquer le travail. Par des gestes brefs, il indiqua à chacun une pièce. Otto resta seul en arrière. Hésitant, il parcourut le grand appartement. Une majestueuse porte en chêne clair à double battant ouvrait sur une pièce emplie de livres. Des murs entiers de lettres dorées étincelantes, tatouées sur le dos brillant des livres. Prudemment, il tâta les épaisseurs dans les rayonnages, grimpa sur l'un des escabeaux mobiles et, prenant appui sur le rebord de la fenêtre, se repoussa pour survoler comme en apesanteur ces paysages inconnus. Sans bruit, il s'immobilisa. Ses yeux restèrent accrochés à un titre. Le livre dépassait du rebord de l'étagère, comme s'il avait été négligemment reposé. Le prenant à 2 mains, il l'ouvrit avec précaution. Théodore Mommsen, lut-il, puis en dessous, Histoire romaine. Il s'apprêtait à tourner la page quand un bruit le fit se retourner. Sur le seuil de la porte se trouvait une jeune fille. Elle portait une robe noire qui lui arrivait aux genoux, agrémentée d'un col blanc éclatant. Ils se regardèrent en silence. Au loin, une sirène hurla, des bruits de pas précipités dans la pièce, des fenêtres brisées, des cris. Police, personne ne bouge. Un coup de feu, des hurlements. Le regard d'Otto restait rivé au visage de la jeune fille. Dans ses yeux sombres, l'éclat d'un bref sourire. Il se réveilla comme sous l'effet d'un orage, un jour d'été écrasé de chaleur. Rafraîchi, il descendit de l'escabeau, suivit la direction qu'elle lui indiquait du doigt, une trappe étroite à demi ouverte sous la bibliothèque de gauche. Calmement, il se glissa dans la cavité qui offrait juste assez de place pour son corps recroquevillé, tandis que la créature iridescente refermait la trappe derrière lui. Des pas lourds pénétrèrent dans la pièce. Il entendit une respiration haletante. « Tout va bien, jeune fille ?» « Oui. » La tonalité grave de sa voix le surprit, lui faisant lever la tête. Il heurta le plafond en bois de son étroite cachette. « C'était quoi, ça ?» demanda la voix rauque de l'homme, brisant le silence. « Quoi ?» La réponse avait fusé, claire et imperturbable. « T'as vu l'un des malfrats ?» Non. Otto eut soudain très chaud. Il se remémora les bains glacés infligés par son bourreau dans la famille d'accueil. Ses poumons le brûlaient comme s'il avait avalé du minerai incandescent. Il avait peur d'étouffer. Puis il entendit de nouveau la calme voix. « J'étais fatigué en rentrant et j'ai dû m'assoupir ici dans le fauteuil. Puis un bruit soudain m'a réveillé et je vous ai vu devant moi. » Bah, « T'as eu un sacré pot, gamine. Si y a quelque chose d'autre qui te revient, passe au poste. » Les pas s'éloignèrent avant de s'arrêter de nouveau. « T'es pas une gosse d'ouvrier, toi ?» Sa remarque sonnait davantage comme un constat que comme une question. « J'habite ici. » « Et vous vous appelez comment ?» Le ton était devenu étonnamment formel. « Sala. »« Sala comment ?»« Nôle. »« Et où se trouvent vos parents, mon enfant ? Mon père ne devrait pas tarder à en rentrer. »« Et votre mère ? » ?»« Elle ne vit plus. » »« Toutes mes condoléances, mademoiselle Nôle. Elle ne vit plus ici, » s'empressa-t-elle d'ajouter. Le gendarme la regarda, confus. « Ah, bon, si on a d'autres questions, on vous contactera. Il manque quelque chose ici ? » ?»« Je ne crois pas. »« Il n'y a personne vraiment qui s'est introduit ici ?» De nouveau, Otto sentit son cœur battre à tout rompre. Si elle le voulait, elle pouvait le détruire. Un simple « si » ou peut-être « oui ». Une hésitation un peu trop longue, un mouvement traître des lèvres suffirait à sceller son destin. Non.
La réponse avait été formulée ni trop vite, ni trop lentement. Dans ce cas, remettez-vous de votre frayeur, mon enfant. Merci, monsieur l'agent, merci de m'avoir sauvé. C'est pour ça qu'on est là, mademoiselle. Otto entendit un claquement de talons, puis les pas lourds et sonores s'éloignèrent. La porte d'entrée se ferma, puis s'ouvrit de nouveau. La serrure ne tenait plus. Si la cavité avait été suffisamment grande, Otto, épuisé, s'y serait volontiers assoupi. Sa respiration se fit hésitante. Comme par magie, la trappe s'ouvrit à ce moment-là. Inondé de sueur, il leva les yeux vers la jeune fille. Il avait la nausée, et il sentait de forts élancements dans sa vessie. La jeune fille le regardait d'un air sérieux et confiant. Merci beaucoup. C'est une Merci à scène vous. qui vous a été beaucoup racontée ou que vous avez reconstituée à partir de bribes? Est-ce que c'est une scène de légende à laquelle vous vous confrontez là? Ou est-ce Euh, que c'est votre imagination qui a fait le travail beaucoup? non, si vous voulez, bon, en général, je ne réponds jamais à ce genre de questions parce qu'il y a évidemment beaucoup de questions de ce genre qu'on pourrait poser. Non, si vous voulez, je pense que quand on tombe amoureux ou quand il y a vraiment un moment d'amour comme ça entre deux personnes qui arrivent, c'est un peu comme, comment on dit, comme si quelqu'un brise quelque chose. C'est qu'il brise une porte ou qu'il brise je ne sais pas trop quoi. Et l'idée essentielle, c'était que quelqu'un puisse vous trahir dans l'amour ou dans la vie. Et elle pourrait le trahir. Et ça, c'est le grand moment. Elle ne le trahit pas. C'est ça l'idée, en fait. Et ça va rester une grande question tout au long des années. Absolument. Qui Absolument. va rester auprès de l'autre tout en étant éloigné? Oui, parce que en fait, ce que j'ai réalisé, je ne le savais pas vraiment au début, mais en écrivant, je me suis rendu compte que, comme beaucoup d'histoires d'amour, si on pense par exemple à Roméo et Juliette, il y a 3 scènes entre Roméo et Juliette dans la pièce de Shakespeare. La scène de la rencontre, la scène du balcon et la scène à la fin, Mmh. quand ils se retrouvent, quand elle est quasiment morte et pas morte. Et, bon. Et pour Otto et Salah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire ils se rencontrent au début, ils passent quelques années ensemble, et puis finalement, Salah doit quitter l'Allemagne comme les Juives. Elle part d'abord en Espagne pour vivre avec sa mère, ça ne marche pas du tout. Sa mère, qui est partie en tant qu'anarchiste, qui a lutté contre Franco avec son deuxième mari, qui a été emprisonné, condamné à mort, libérée heureusement au bout de 5 ans, mais c'était quand même une femme très forte, mais très dure aussi, très dure et très froide aussi. Et donc, Salah de là est partie à Paris, et tout ça sans Otto. Et Mmh. à Paris, elle retrouve Otto, et puis ils sont séparés à nouveau. Donc c'est une histoire en fait de séparation tout le temps. Ils sont tout le temps séparés. Ils se retrouvent après à Leipzig, et puis à la fin, quand ils sont complètement perdus de vue, elle a un enfant, elle rentre après 8 années d'Argentine, et elle se trouve avec une amie qui lui dit ben, et Otto, qu'est-ce qu'il est devenu? Il dit ben, je ne sais pas, on a perdu contact complètement. Il dit ben, regarde dans l'annuaire, peut-être qu'il y est. Et elle ouvre l'annuaire comme ça, et il y a son nom. Et elle l'appelle. Et il ne la reconnaît pas. Il n'a pas entendu sa voix pendant 10 ans. Et alors il lui dit bah, écoutez, madame, excusez-moi, mais aidez-moi, enfin, est-ce qu'on a quelque chose en commun? Elle lui dit oui, en effet, un enfant. Et, et lui, entre-temps, il s'était marié. En rentrant de Russie en 1950, ne la retrouvant pas, ne sachant plus où elle était, il a épousé une autre femme, et puis il a tout de suite après, il a divorcé, et ils se sont mariés. Parce qu'avant, il ne pouvait pas, comme lui n'était pas juif, comme elle était Mmh. juive.
il y avait toute cette histoire c'était quand même très, très dangereux dans les années 30, même avec cette idée demi-juif ou juif à part entière, qui est une histoire complètement idiote, parce qu'on est juif chez les juifs avec une mère juive, née d'une mère juive, on est juif. Donc, de toute façon, elle était juive. Cette histoire de demi-juif, quart juif et tout ça, c'est un truc nazi. C'est les lois nazies de 1935. Mais même maintenant, en Allemagne, très peu de gens le savent. On a entendu dans le passage que vous avez lu la place de l'oralité, des dialogues qui ont une place importante dans le roman. À quel point est-ce que vous pensez que votre longue carrière d'acteur vous a aidé à écrire, ou en tout cas vous a accompagné dans l'écriture de ce texte, de ce point de vue-là notamment? Certainement, oui, certainement. Pour les dialogues, certainement, mais même... Et même, oui, la vie d'acteur, certainement lire tous ces textes pendant des dizaines d'années, évidemment, mais ça a même commencé beaucoup plus tôt. Quand j'étais tout petit, j'avais toujours, comme aujourd'hui d'ailleurs, du mal à me lever tôt parce que j'ai la tension basse. Alors, ma mère m'a dit, bah, écoute, si tu n'as pas envie de te lever, tous les matins, je te mets un disque, comme ça tu écoutes pendant 30 minutes, et puis après, je reviens dans la pièce et tu te lèves. Et ces disques, c'était des disques de théâtre. Donc, entre 6 et 10 ans, j'ai connu en fait toute la littérature dramatique allemande, disons, du 19e siècle. C'est extraordinaire. Goethe, Kleist, Schiller, Lessing, tout ça. Je connaissais tout. Et à force d'écouter ça, un peu, c'est comme apprendre une langue. Si vous êtes tout petit, ça va sans effort, en fait. C'est comme ça que j'ai appris le français aussi. Donc, il y avait cette sensation pour la littérature. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais petit, et même assez longtemps d'ailleurs, je croyais que les gens sur scène, là, les comédiens, que c'était eux qui faisaient tout. Je ne savais pas qu'il y avait un metteur en scène. Je ne savais pas qu'il y avait un auteur. Je croyais, bah, s'ils sont là et qu'ils disent ça, c'est qu'ils ont inventé ça, forcément. D'accord, donc là, vous avez été l'auteur, le metteur en scène et l'acteur de votre roman. Oui, c'est ça, un peu, oui. Oui, c'est-à-dire, au départ, se mettre dans la peau d'un personnage, ça, bien sûr, j'en avais l'habitude. Mais ce qui était très difficile avec le pommier, pour moi, et là, faute de débutant peut-être, je ne m'en rendais pas du tout compte. Je croyais que ce qui allait être difficile pour moi, c'était vraiment trouver l'histoire, enfin, trouver tout ce qui me manquait. Mais je n'avais pas tellement peur des personnages, parce que je me disais, les personnages, tu les connais. Et en commençant à écrire, je me suis rendu compte que c'était très difficile parce que je les connaissais. C'est-à-dire, moi, j'avais l'habitude de trouver un texte et d'essayer à partir d'un personnage écrit, d'en faire un être en chair et en os. Et là, c'était le contraire. J'avais des êtres en chair et en os que je connaissais même très bien et qui devaient devenir des personnages. Donc, c'était un peu l'inverse. Et au début, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à prendre mes distances pour pouvoir les réinventer en quelque sorte. Il y a souvent la diction de Salah est moquée, enfin à la fin elle est moquée, mais disons vous la soulignez beaucoup, elle a une manière de parler très particulière en allongeant. Alors en français, ça donne un allongement des voyelles. Oui, en allemand aussi. Ouais, parce que, voilà, alors par exemple, quel effet ça vous fait de lire votre mère en français? Ah oui, mais ça, évidemment, c'était surprenant pour moi. Bon, d'abord, je trouve que c'est très, très bien traduit. Et évidemment, il y a des trucs, par exemple, pour mon père aussi, pour le personnage d'Otto, qui, surtout jeune, après, non, mais quand il était tout jeune, il parlait le patois berlinois très, très fort.
Et ça, en fait, c'est quasiment intraduisible. Et ça a été très bien fait là, parce que moi, je ne sais pas comment faire. Mais si, par exemple, je devais le lire, j'essaierais de donner un peu l'accent parigot ou je ne sais pas quoi, trouver un truc comme ça. Euh, euh, le plus dur, en fait, c'est dans la traduction, je crois, comme dans l'écriture, c'est pareil, mais le plus dur, c'est de retrouver le rythme. Et le rythme, forcément, ne peut pas être le même. Donc, la traductrice a dû trouver un rythme français. Je trouve qu'elle a très, très bien fait, là. Vous avez échangé avec Laurence Richard, justement, donc, puisque Non, traductrice. non, non, on s'est jamais rencontrés, malheureusement. Tout ça, c'était aussi dans l'époque Covid. Donc, c'était très difficile de bouger. Dans les références qui apparaissent à quelques reprises, il y a Proust Oui, qui revient voilà, par petites touches, mais qu'on repère. C'était important pour vous de marquer une forme d'allégeance à ce rapport à la mémoire, à ce que c'est que l'écriture dans ce lien-là, au temps perdu, puisque c'est aussi une oui, histoire de temps perdu, beaucoup. oui, absolument. Pour moi, Proust, c'est certainement l'auteur le plus important de ma vie, à tout point de vue. C'est-à-dire, je crois que je l'ai rencontré la première fois, ça a dû être au lycée, au collège, à l'âge de 16 ans, quelque chose comme ça, en première peut-être. Et au début, j'ai alors rien compris du tout. Et j'ai trouvé ça ennuyeux à un point absolument insupportable. Alors évidemment, au bout de, je ne sais pas, 30, 40 pages, j'ai balancé le bouquin dans un coin, j'ai dit plus jamais. Et comme ça, je ne sais pas, 22 ans, 23 ans, j'ai fait un deuxième essai, je suis allé un peu plus loin, mais c'était un peu mieux, mais pas vraiment mieux. Ça m'a toujours pas plu et ça m'a énervé. Et à 35 ans, comme ça, un jour, j'ai dit, bon, on part en vacances, je prends 2 bouquins avec moi, les 2 premiers tomes, et c'est ça ou c'est rien d'autre. Pas le droit d'acheter quoi que ce soit. Et voilà. Alors j'ai commencé, les premières 100 pages étaient à nouveau très difficiles. Et puis tout d'un coup, j'étais accro. Et puis j'ai plus pu m'arrêter. Et bon, c'est une histoire très personnelle, mais tout le livre est personnel. J'étais dans un mariage un peu compliqué, difficile, et en lisant, à un certain moment, je me rendais compte, quand tu tourneras la dernière page de la recherche, tu partiras. Ce sera terminé. Waouh. Et ça a été comme ça, je vous le jure. J'ai Quelle responsabilité pour Marcel. Ouais, je crois qu'il compte. Alors, dans les faits, ça a été c'est un auteur, c'est l'auteur pour moi qui a vraiment inventé plus que n'importe qui un monde, tout en reliant tout, la littérature, la peinture, et surtout l'idée, pas seulement du temps, l'idée, qu'est-ce que c'est qu'écrire? L'impossibilité, en fait. C'est 4000 pages sur l'impossibilité d'écrire. Alors, Nathalie nous a rejoint. Je vous ai coupé du coup. J'ai fait peur à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez fini de discuter entre vous. Moi, je vais attendre. Vous me donnez le top. J'ai des questions, mais Raphaël, c'est vous qui voyez. Non, Si vous très avez bien. terminé vos questions. On est On parti sur Proust, là, on peut continuer pendant des heures. Hein. Et j'ai l'impression que Raphaël aime Proust aussi. Oui, très fortement. Je vais poser une question d'Éléonore. Je sais que Raphaël vous a interrogé là-dessus au tout début. On découvre dans votre roman que Salah s'est réfugié à Paris chez sa tante pendant la guerre. Est-ce que pour cela que vous parlez si bien le français et est-ce que Salah qui vous l'a appris? Oui, c'est Salah, oui, c'est ma mère qui me l'a appris.
Paris a toujours joué un rôle extrêmement, enfin toute la France si vous voulez, mais surtout Paris a joué un rôle très important dans notre famille. Donc ma mère a été à Paris de 38 jusqu'en 40, un peu plus, oui. Et pour elle aussi, Paris, c'était la liberté. Elle venait de l'Allemagne nazie. Elle a commencé à faire ses études à la Sorbonne. Elle a rencontré cette tante qui avait une boutique absolument incroyable à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, où il y avait la duchesse de Windsor qui venait acheter ses costumes après la guerre, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, tout le monde, enfin le tout Paris venait là-bas. Et elle a d'ailleurs commencé chez Hermès comme ce qu'il appelait, lui, avocate de la couleur. C'est pas mal. Oui. Oui, c'est pas mal. Marc a une question qui rejoint vos deux métiers maintenant, puisque vous êtes, on va dire que vous êtes auteur maintenant désormais. Vous avez l'habitude d'être dirigé par des réalisateurs. Comment s'est passé le travail avec votre éditeur? Très important pour moi. C'est-à-dire, pour moi, ça s'est passé comme ça. Je sais qu'il y a certainement maintes façons de le faire. Chaque fois que j'avais écrit, disons, une 50aine de pages ou un peu plus, je lui envoyais et puis on s'est donné rendez-vous. Et puis elle a commencé à me dire, voilà, pourquoi. En fait, elle m'a toujours posé des questions. Pourquoi est-ce que vous faites ça comme ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et puis, elle m'a dirigé très, très doucement. C'était très, très agréable. Et ça m'a beaucoup aidé. C'était très important pour moi. Et en tant que, voilà, ça m'a tellement aidé en tant que comédien. J'avais très peu de mal. Si par exemple, on dit, bon, ces 10 pages-là, on va les sucrer, ou même ces 50 pages-là, ça, je dis oui, aucun problème. Si ça aide, j'ai pas de mal à me séparer de quelque chose. Ça, parce qu'en tant qu'acteur, on a l'habitude. Hein, on a l'habitude des scènes coupées. Anthony va revenir sur, tout à l'heure, vous avez parlé du rythme. Est-ce que le rythme dont vous avez parlé, vous l'avez trouvé en allemand, ou est-ce que on le ressent lorsqu'on écrit le rythme tout au long du livre? Quand on écrit le livre, on a le rythme qui vient tout seul. Je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire, il demande si j'avais lu à haute voix. Pardon? Non, si le rythme, le rythme de votre livre, apparemment, je pense que c'est. Est-ce que vous l'avez trouvé en allemand? Oui. Ou il vous est venu naturellement en écrivant votre livre? Je pense que c'est une histoire de ressenti, la question. Oui, je l'ai trouvé, oui, bien sûr, en écrivant. Je sens, enfin, je crois, ou j'espère du moins, avoir une certaine sensation du rythme. Pour moi, le rythme, c'est essentiel. Le rythme, c'est la vie. Et dès que quelque chose ne va pas au point de vue rythme, il y a une erreur. En général, très souvent, une erreur de pensée aussi. Mais je ne cherche pas, en fait, intellectuellement à trouver l'erreur intellectuelle, si vous voulez. Je cherche à trouver l'erreur musicale, en quelque sorte. Donc, vous avez ressenti le rythme du livre tout en écrivant, en fait. Ah oui, absolument. Vous exactement. Oui. Oui. Donc, vous avez bien, comme tout le monde, probablement. Je commence le matin, je termine le soir. Je crois que ça va peut-être. Et le lendemain, je reprends ça. Je dis, ah ben non, ça ne va pas du tout. Et je m'y remets. Alors, une autre question de Florence. Après cette première expérience, quel est le moment où l'on prend le large par rapport à ce qu'on pourrait appeler le réel de la biographie? Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est compliqué avec le réel, hein, parce que si on est là, par exemple, on parle. Si on arrêtait et que l'un de nous se mettait maintenant à écrire, décrire cette scène, ce ne sera jamais exactement ce qui s'est passé. C'est une autre réalité. À partir du moment où vous prenez un stylo, ce n'est plus cette même réalité. C'est toujours, de toute façon, la réalité, qu'est-ce que c'est?
Nous, quand on est né, on sort comme ça d'un monde d'images avant de parler. On est dans un monde de sons, d'images. Et quand on entre dans ce monde, ce que j'appellerais le monde des mots, entre 2 ou 3 ans, le moment où on commence à dire « je » ou « moi », à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, tout ce qu'on fait, c'est avec des mots construire une identité, ou non, même plus que ça, une réalité. Donc la réalité, qu'est-ce que c'est? C'est des mots, c'est une construction. Alors, il y a une question qui vient d'arriver, de Nicole. Est-ce que vous avez été confronté à une censure personnelle, puisque c'était votre histoire, enfin celle de vos parents? Pardon? Est-ce que vous avez été confronté à une censure personnelle, puisque c'était votre Ah, histoire, ou plutôt celle de vos parents? une censure? Non. Comme mes parents, tous les deux, étaient morts déjà. Après, très souvent, je me suis demandé, est-ce que j'aurais pu écrire ce livre de leur vivant? Et bon, comme je ne l'ai pas fait, apparemment, je ne l'ai pas pu. C'est simple. J'ai pas vraiment réfléchi à ça comme ça avant, mais après, je me suis rendu compte que finalement, parce que j'y avais pensé très très longtemps et j'avais jamais commencé. Je crois que c'était pour ça. Ma mère savait que j'allais l'écrire un jour, elle le savait. On en avait parlé de temps en temps, mais finalement, j'ai commencé seulement, vraiment commencé après sa mort. Parfait. Et elle Moi, appréhendait comment, pardon, non, non, oui, si oui, je peux me allez-y. permettre, Oui, et elle oui, appréhendait comment cette idée? Elle Pardon? était pour, Ah elle oui, était pour, absolument. contre Non, non, elle était pour. Elle était D'accord. pour. Elle était toujours assez généreuse avec moi. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappée à la lecture de votre roman, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est un premier roman. Je ne sais pas ce qu'en pense Raphaël, mais moi, il y a un truc qui m'a frappé. Mhm. Pourtant, on en lit souvent des premiers romans quand on est libraire et aussi quand on est journaliste littéraire. Mhm. Et moi, ça m'a frappé parce que je me suis dit, c'est marrant parce que c'est pas du tout. On a l'impression que c'est votre troisième roman. Vous avez ça dans le sang, en fait, l'écriture, j'ai l'impression. J'espère que vous allez nous écrire un deuxième roman. Mais il est déjà écrit, il va sortir la Ah, semaine prochaine en Allemagne. ici en Allemagne. Et ça va être l'histoire justement de la fille de Salah, ça va être l'histoire de Ada et l'histoire un peu de ces années 50-60 en Allemagne, enfin, et en France aussi, enfin, parce qu'elle partira à Paris aussi. Et je ne sais pas, mais de toute façon, je le dis aussi à un moment, pour moi, l'écriture ou le langage, c'était la proximité avec ma mère. C'est-à-dire, il y a certainement des gens qui ont des mères qui les cajolent tout le temps, hein, avec des gestes, avec leurs bras, avec leur corps, et elle le faisait avec les mots. C'est-à-dire, pour moi, les mots, c'est quelque chose de très sensuel, de très physique, en fait. Et premier roman, deuxième roman, troisième roman, en écrivant le premier, je crois que je l'ai écrit 3 fois, certainement, c'est peut-être pour ça. Il y a quand même pas mal de pages qui sont passées à la poubelle. Je ne sais pas si Raphaël a d'autres questions à poser à Christian. Je ne sais pas. Oui, non. Non, pas forcément. J'en avais une, si, je peux une question, une dernière. Oui, Oui. bien sûr. Elle est sur l'exergue en citation. L'exergue qui est une citation de Borges. Ah Tout destin, aussi oui, long et compliqué soit-il, se résume au fond à un seul moment, le moment où un homme apprend une fois pour toutes qui il est. Est-ce oui. que vous pouvez nous expliquer enfin, ce qu'on peut lire de ça, si c'était un déclencheur d'écriture pour vous peut-être? Oui, je crois que ce moment, enfin, nous le cherchons tous, sans vraiment être sûr de le trouver. On a peut-être des petits moments où on a l'impression de toucher quelque chose. En fait, je crois que Borges, là, je ne sais pas s'il parle de la mort ou vraiment au moment de mourir. C'est peut-être le seul moment où on a une chance de comprendre sa vie. Avant, je crois que c'est assez difficile, mais on a plusieurs moments comme ça. Et je crois que toute l'histoire, là, c'est essayer, enfin, ce qui m'a poussé à l'écrire, c'était d'essayer de comprendre un petit peu.
Mais alors, Et si donc, c'est une vous étiez... construction aussi. C'était une construction d'identité aussi, si vous voulez. Mm. Oui, pour moi, ça l'était certainement. Oui. Bonne question et une bonne, une bonne conclusion quelque part. Mhm. Avant qu'on se quitte, je voudrais chaleureusement remercier le Goethe Institut de Paris, qui était notre partenaire ce soir, parce que je crois que vous deviez être en direct au Goethe Institut, ça n'a pas pu se faire. Donc vraiment, je voudrais vraiment les remercier parce qu'ils se sont tournés vers nous et nous, on est ravis de les avoir comme partenaires. Ah, il y a une dernière question, on va la prendre sur le fil, c'est Laurent qui la pose. Cher Oui. Christian, est-ce que l'acteur que vous avez été, vous aviez en tête une possible adaptation cinématographique en écrivant ce roman? Et cela a-t-il influencé votre écriture et cette adaptation est-elle prévue? Ah, non, en écrivant, pas du tout. Parce que si j'avais eu ça en tête, en effet, j'aurais essayé d'écrire un scénario. Et pour moi, dans ma tête, c'était pas un scénario et c'était pas du tout ça ce que je voulais écrire. Donc j'ai écrit un roman. Et je crois qu'en écrivant un roman, il ne faut surtout pas se poser la question s'il sera adaptable ou pas. Ça risque de ne pas marcher du tout. Donc, une fois le roman terminé, je me suis dit, bah, peut-être, je vais l'envoyer à un ami producteur et je l'ai envoyé à Stefan Arndt, qui est le producteur de X-Films, qui ont fait, par exemple, peut-être que certains spectateurs français connaissent des films comme Goodbye Lenin ou Babylone Berlin, maintenant qui passent sur les réseaux. C'est lui qui a produit ça et il l'a lu, il a beaucoup aimé et puis il va l'adapter. Mais moi, je ne vais pas écrire le scénario. J'ai tout de suite dit, je ne veux pas l'écrire, surtout pas, parce que je ne saurais pas changer de côté comme ça. Donc, c'est un très bon scénariste qui a commencé à l'écrire maintenant. Il y a déjà ça va être fait en mini-série, 6 fois 45 minutes. Et le premier épisode, la première version est là. Et c'est très intéressant parce il y a certains trucs qu'il faut lâcher forcément. Et on va voir si là aussi, je vais être aussi capable de lâcher. Mais je vais faire de mon mieux. Merci d'avoir répondu à cette dernière question sur le fil. Donc, je remercie encore une fois le Goethe Institut. Je remercie la librairie française Zadig à Berlin. Je ne sais pas si vous y allez, Christian. En tout cas, vous pouvez Prochainement, c'est sûr. le premier roman qui s'appelle Le Pommier de Christian Berkel dans toutes les librairies françaises, donc y compris à Berlin et dans toutes les librairies en France. Il est sorti chez Fayard le 30 septembre. Un grand merci, Raphaël, d'avoir animé cette rencontre. Demain, on se retrouve à 19h avec Capucine Delattre pour son roman Les Déviantes qui est sorti chez Belfond. Je vous souhaite une bonne soirée et encore une fois, mille merci à tous nos partenaires, le Goethe Institut, Zadig, Raphaël et Christian. Je vous souhaite une belle soirée.